Bonjour et bienvenue à cette nouvelle expérience d'Armorius. C'est une expérience qu'on va vivre aujourd'hui parce que on va faire un peu de psychologie et on va essayer de parler de la psychologie d'un personnage important. Et Victor Hugo avait fait ce poème sur lui. Vous allez essayer de deviner de qui je parle. Toujours lui, lui partout, ou brûlante ou glacée, son image ébranle ma pensée. À Rome ou du Sénat hérite le conclave, à l'Elbe reblanchie de neige ou noire de lave, au menaçant Kremlin ou à l'Alhambra riant, il est partout. De qui parle ainsi Victor Hugo? Et bien sûr, hein, vous avez des doutes, et vous l'avez certainement reconnu, il est partout, il parlait bien sûr du Kremlin à l'Alhambra, et bien de l'empereur, de notre empereur Napoléon Ier. Le premier grand empereur des Français, bon bien sûr c'est de l'époque moderne on va dire. Hein, il est né le 15 août, c'est un lion, il prendra comme emblème l'aigle, mais bon ça c'est autre chose. 15 août 1769 à Ajaccio. D'abord militaire, hein, parce qu'on va parler un petit peu de sa vie comme ça, avant d'aller sur quelque chose de peu plus psycho. Stratège de génie, général, commandant en chef des armées, de l'armée d'Italie, puis d'Orient, en Orient la conquête d'Égypte, hein, d'accord. Il devient premier consul après le coup d'État du 18 Brumaire, et enfin empereur en 1804. Alors en 1804, il est sacré empereur à Notre-Dame de Paris par le pape Pie VII. Il ne faut pas le dire trop vite, hein, parce que Pie VII, c'est pas très joli. Mais bon, il aurait pu prendre un autre nom, le pape, quoi. Il n'a pas réfléchi, là. Hein, en français, du moins. Il a réfléchi qu'en italien. Grâce, revoyez sur Napoléon maintenant, grâce à une série éclatante de victoires, il conquiert le plus grand empire territorial que la France n'ait jamais connu. Hein, puisqu'on, comme il le dit, du Kremlin, c'est-à-dire de Moscou, jusqu'à l'Alhambra, le sud de l'Espagne. D'accord. Grand organisateur, réformateur de l'État, il est à l'origine du Code Napoléon, il est du baccalauréat, de la Légion d'honneur, et puis bien d'autres choses encore. Hein. Sa légende dorée, en fin de compte, est plutôt assombrie par l'aspect dictature de son règne, et évidemment ses guerres meurtrières. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir de... On voit un enchaînement de victoires jusqu'en 1808-1809, puis surtout à partir de 1813, les défaites s'accumulent. Il abdique en 1814, il est envoyé sur l'île d'Elbe, où il garde un beau souvenir de l'empereur, qui a fait plein de choses en arrivant sur l'île d'Elbe, toujours dans l'esprit novateur, de vouloir changer les choses, etc. Mais il s'échappe de l'île d'Elbe, il va aller reconquérir son empire au cours des fameux 100 jours, hein, même maintenant, Macron utilise encore je me donne 100 jours pour réformer, en fin de compte ils ne font rien du tout, ils se prennent tous pour Napoléon, mais ce sont des rigolos à côté, et au bout des 100 jours, bon, mais alors là c'est comme tout le monde, au bout des 100 jours c'est Waterloo, et de nouveau l'empereur va être exilé. Mais là, ils vont l'envoyer plus loin. L'île d'Elbe, en Méditerranée, c'était trop près. Alors, ils décident de l'envoyer très très loin. Il est exilé à Sainte-Hélène, au milieu, c'est pas vraiment au milieu de l'Atlantique, mais loin dans l'Atlantique, loin de tout, où il décédera le 5 mai 1821. Il a 52 ans. Voici en résumé très court l'histoire de Napoléon Ier, cet empereur de génie qui a créé la première armée du monde à l'époque, bon, qu'il a hérité quelque part hein, quand même de la monarchie et de la Révolution. Et quand il récupère ces bonhommes, c'est pas des perdreaux de l'année. Hein. L'armée de Napoléon, elle a déjà combattu. Et puis, lui, il a l'avantage de lui avoir donné confiance à travers des victoires, surtout en Italie et en Orient. Hein. Voilà, c'est pour ça que ces hommes le suivront partout, parce qu'en même temps,
Les campagnes d'Italie et d'Orient enrichissent en fait contre ces hommes qui le suivent avec lui, qui suivent. Voilà. Mais on peut dire que Napoléon, comme d'autres, hein, fut un grand stratège. Voilà, comme Napoléon, comme Jules César à son époque, etc. Et puis, quand on pense au Code Napoléon, c'est encore un corpus juridique qu'on va encore utiliser aujourd'hui, qui est utilisé dans de nombreux pays. Il a laissé quand même une forte impression. Voilà. Mais parlons un peu de l'homme, de lui, de sa vie, de ses troubles, de son esprit et de sa psychologie. Bon, il faut que je vous dise que j'ai un rapport un peu Woody Allen avec mon psy, moi. Et avec qui on parle de tout, évidemment. Bon, pas tout à fait, parce qu'autrement je serais déjà interné, mais on a parlé de Napoléon. Et on a discuté de Napoléon Bonaparte, de son histoire, de sa vie, et de ce qu'il en sort, ou qu'est-ce qu'il pourrait en sortir, du coup. Ça, c'était une discussion intéressante. Reprenons la vie de Napoléon. Dès l'âge de 10 ans, le petit Napoléon est exilé. On s'exile, hein, quand on est corse, on va sur le continent, évidemment, on est exilé. Hein. Il va sur le continent pour entrer à l'école militaire. Et une chose va apparaître, comme chez beaucoup de dictateurs d'ailleurs. Il va perdre son père dans l'adolescence, alors qu'il est loin. Il a 16 ans et son père va mourir. D'accord ? 16 ans, c'est un peu l'âge où on tue symboliquement son papa, paraît-il, d'après les psys. Et d'après Sigmund Freud, d'accord ? Quand il va grandir, il va rentrer donc dans l'armée, et là il va trouver plusieurs paires de substitutions, des officiers, des images de référence, puis un exemple bien connu qui va prendre comme paire de substitution, c'est Pascal Paoli, par exemple, hein, un Corse comme lui, et qui va beaucoup compter, mais celui qui va le plus compter pour lui, c'est Barras. Alors Barras, Barras, et Napoléon, c'est deux hommes qui se comprennent bien. Ce sont d'abord deux Méditerranéens. Barras est issu de la petite noblesse, qui a profité de la Révolution pour arriver très haut, et lui de Provence, Barras, et Napoléon de la Corse. Donc, ils ont un peu la même éducation et un peu la même culture. Et pendant le Directoire, qui est une période après la terreur de 1795 à 1799, ils sont très proches tous les deux, Barras et Napoléon. Tellement proches que Barras, qui est très haut placé pendant le Directoire, qui fait partie des fameux directeurs, va prendre sous son aile le fameux Napoléon Bonaparte. Il est général, donc il passe général avec Barras. Barras le porte aussi chef des armées, d'accord, plus tard. Donc on voit que Barras va utiliser son influence pour amener assez haut Napoléon, d'accord. Et plus tard, c'est pas un poste que Barras va lui offrir, c'est sa maîtresse. Ou plutôt une de ses maîtresses, parce que Barras en avait beaucoup. Une de ses maîtresses, qui est Joséphine de Beauharnais, sa première épouse à Napoléon Bonaparte, d'accord ? Et cette Joséphine de Beauharnais fut littéralement offerte à Napoléon par son papa de substitution. C'est ça qui est original. Déjà, ça fait un peu bizarre, vous savez. Et puis, plus tard, comme il n'avait pas pu tuer son père, il va tuer Barras. Il va en pas. Façon de parler, il va le tuer. Il va le renverser. Car Bonaparte va renverser Barras pour mettre en place le consulat, dont il est le premier consul, tout en couchant avec la femme de son père. Il n'y a pas un problème d'Oedipe là. Ah ah, c'est quand même assez flagrant. Hein. Maintenant, on peut... ça, c'est le problème oedipien de Napoléon Bonaparte. Après,
on pourrait poser aussi un trouble de diagnostic bipolaire. C'est longtemps discuté par Napoléon, et puis apparemment les psychologues américains, les psychiatres américains, quand ils parlent de troubles bipolaires ou maniaco-dépressifs, commencent par parler de Napoléon. Quand en France, nous, on préfère parler, paraît-il, du cas de Roosevelt ou de Lincoln. Voilà, chacun, on prend, toi Roosevelt et Lincoln, ils étaient bipolaires, toi l'américain, et les Américains disent, oh le français, vous aviez Napoléon qui était bipolaire. Alors, pourquoi cette idée de bipolarité? Ben, des fois, l'empereur, il faut le dire, tantôt il était aimable, tantôt il était terriblement désagréable, tantôt courtois, tantôt colérique. Bon, on a des sautes d'humeur chez Napoléon, d'accord? Et qui font penser à un côté bipolaire. On peut également se poser la question d'une narcolepsie qui va arriver plus tard dans sa vie, narcolepsie tardive, le syndrome ou d'un syndrome d'apnée du sommeil. Pourquoi? Il était un très court dormeur, il dormait très peu. Et il récupérait très vite, quand il était jeune, grâce à ses siestes, d'accord? Que lui appelait ça les méridiennes. L'empereur appelait ça, il faisait une méridienne. Alors, par exemple, il dormait très peu, il se couchait à minuit, il se levait à 3 heures du matin, il aimait bien réfléchir après aux affaires les plus délicates, il pensait qu'il avait l'esprit plus clair à ce moment-là, il prenait un bain chaud, allait se recoucher à 5 heures, souvent il se réveillait plusieurs fois par nuit, et sans pour cela que la clarté de ses idées en soit affectée, c'est-à-dire qu'il était tout à fait clair. Et il disait qu'il appréciait plutôt sa clarté d'esprit après minuit. Donc il aimait bien être calme et réfléchir la nuit. Et il avait d'assez brefs pauses diurnes pour se récupérer pendant la journée. Alors il y a plein d'anecdotes sur justement le moment où Bonaparte, ou Napoléon, l'empereur, s'endort et se réveille. Et un jour où il est très fatigué, par exemple, il s'assoupit au Conseil d'État, et lorsqu'il se réveille, il reprend la délibération au point où son ministre des Comptes, Cambacérès, l'avait arrêté. C'est-à-dire que, l'air de rien, il avait dormi, mais comme s'il avait continué à écouter tout en même temps. Donc ça a impressionné un petit peu tout le monde. Et tout le monde se disait, tiens, il dort, on va parler moins fort. En fin de compte, il ne dormait pas. Ou il faisait peut-être semblant de dormir, on ne sait jamais. Ça serait malin, ça aussi. Alors, pour savoir un petit peu si on filoute contre lui, après tout, tous les grands tyrans deviennent un peu parano. Au cours des dernières années de sa vie à l'empereur, Napoléon Ier, je ne sais pas si vous avez fait attention, entre le général Bonaparte et le premier consul et l'empereur, surtout après 1808, il a doublé le bonhomme. Il est devenu beau gosse. Eh bien, là, on pourrait se dire que il n'a pas toute sa tête. Pourquoi? Parce que là, on va voir qu'il va accumuler beaucoup d'erreurs. Pourquoi? La plus grosse étant la Russie. En effet, en défiant le général Hiver, le général le plus redoutable qu'est les Russes, et contre l'avis de ses généraux en plus, qui une fois arrivé à Moscou lui disait il faut rentrer, on est arrivé là, on rentre. Parce qu'après, l'hiver, s'il est précoce, on va être pris dans cet hiver et puis ça va être très dur. Surtout ceux qui avaient déjà vécu. Il y avait des généraux autour de lui, des conseillers qui avaient déjà vécu à Moscou, qui savaient ce que c'était et qui savaient qu'il ne fallait pas tarder. Qu'une fois pris Moscou, il fallait vite rentrer vers l'ouest, à la maison. Non, mais non. Et on a l'impression qu'il n'a pas toute sa lucidité, notre Napoléon Ier. On a l'impression, il se dit, je suis arrivé à Moscou, j'ai pris la capitale, j'ai fait échec et mat au tsar de Russie, Nicolas, et il va donc venir me voir et me dire
pardon, je t'aime, je me rends, tu es le plus fort, etc. Pas du tout, comme d'habitude, les Russes reculent. Tu peux prendre Moscou, c'est pas échec et mat, puisque de toute façon, j'ai encore un immense pays derrière moi. D'accord? Donc il attend pour rien, et quand il décide de repartir, ben, c'est trop tard. Et c'est une catastrophe. Et on peut se dire qu'à ce moment-là, c'est plus Napoléon qui maîtrise son sommeil, c'est son sommeil qui maîtrise Napoléon. Médicalement, dans le cadre d'une narcolepsie ou d'une hypersomnie, les siestes remettent en forme. Ils remettent en place la vigilance. Alors que les siestes pendant les syndromes du sommeil fatiguent encore plus, épuisent le sujet encore plus. Et sa fatigue permanente et intense, il l'évoque lui-même à partir de 1808 et constitue un des principaux symptômes du syndrome de l'apnée du sommeil. Vous savez, quand on coupe sa respiration pendant qu'on dort. Dans une lettre à Joséphine de Beauharnais, il écrit « J'ai assisté au bal de Weimar avec l'empereur Alexandre », j'ai dit Nicolas tout à l'heure, j'ai dit une bêtise, l'empereur Alexandre, lui danse, moi non. 40 ans, c'est 40 ans. Il est fatigué, d'accord? Et en 1812, il déclare « Au lieu d'un verre de limonade, c'est maintenant un verre de café dont je sens perpétuellement le besoin. » Et ça, les apnéiques sont sans cesse à la recherche d'excitants pour les aider à lutter contre la somnolence. Ce qui malheureusement n'aide pas beaucoup à rester éveillé, mais plutôt augmente l'anxiété et l'angoisse. Ce qui n'est pas bon pour Napoléon. Du tout, du tout, du tout. Et il faut savoir que les syndromes d'apnée du sommeil répétés, en fin de compte, finissent par entraîner une dégénérescence du cerveau. Voilà, mais bon, peut-être pas aller jusque-là, mais on sent bien que le stratège militaire, qui était Napoléon, ben, c'est plus tout à fait le même. Il a basculé dans autre chose, d'accord? Chardini, un autre proche de Napoléon, disait, alors qu'il était en Russie avec l'empereur, il disait, l'empereur a toujours dit que la guerre était une arme en mouvement. Or, en Russie, on se traîne. Voilà. D'accord? Et pendant les 100 jours, quand il revient, son ancien préfet de police avait déclaré qu'il voyait en lui une décadence profonde. Voilà. Sans manquer de respect à l'aigle, il faut reconnaître qu'il a pris un sacré embonpoint. D'accord? On va regarder les portraits de l'époque. Hein. Mais après avoir dit tout ça, j'ai l'impression d'avoir tout donné, là, tout mélangé. Quel serait le diagnostic? Ben, le diagnostic, il serait évident. Après 1808, syndrome d'apnée du sommeil, peut-être associé à un trouble bipolaire qui s'est installé chez un sujet solidement névrosé, c'était certainement son cas, et par ce qu'on appelle un complexe d'Oedipe. Voilà. Et un complexe d'Oedipe non résolu. Et quelque part, le syndrome d'apnée du sommeil et son trouble bipolaire ont tendance à se renforcer l'un et l'autre. Ça expliquerait la baisse de lucidité de l'empereur, ça c'est embêtant, au cours des dernières années de son règne. Voilà. Alors, donc voilà, vous savez, notre empereur avait un complexe d'Oedipe aussi, tant que j'y suis moi, et une baisse de lucidité due à pas une narcolepsie, une syndrome d'apnée du sommeil. Pour la petite histoire, c'est bien de finir un petit peu là-dessus aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'empereur vivait dans un stress permanent. Très peu de moments où c'est vraiment la paix, où il y a une position de pause. Hein. On est la plupart du temps en guerre, ou en train de régler des problèmes, ou à gérer la paix. Ça peut aussi être long et compliqué. Donc, il est souvent en stress.
Et je vous rappelle qu'il a succombé à un cancer de l'estomac, lui-même secondaire à un ulcère. Et l'ulcère, c'est chez les sujets anxieux, incapables d'exprimer leurs angoisses. En plus, c'était plus ou moins génétique, puisque son père était déjà parti de ça. Donc, c'est aussi une autre explication possible, parce que quand on imagine qu'on met sa main toujours à l'endroit où on a mal. Si j'ai mal à l'épaule, je vais toucher mon épaule. Hein, si j'ai mal à la tête, je vais faire... lui, il a mal au ventre. Donc, normalement, je mets ma main. D'accord? On met la main là où on souffre. Voilà, tout simplement. Ça aussi, ça peut être un sujet. Et la douleur nous rend moins efficace, moins perspicace, moins tout ce que vous voulez. Ça, c'est une évidence. Voilà. Aussi. Ensuite, pour finir, parce que je ne veux pas vous laisser comme ça quand même, il y avait quand même un truc pour terminer. Ouais, baisse de lucidité, c'est possible. La douleur peut vous faire baisser la lucidité, c'est clair. C'est clair. Donc s'il avait mal, hein, ses jugements pouvaient être affectés par la douleur aussi. Bon, ça c'est pour redonner un peu pardon, j'ai tout fait bouger. De superbe à notre aigle, d'accord, à notre empereur. Et un point sur lequel je voulais revenir, puisqu'il perd à Waterloo, qu'il a envoyé à Sainte-Hélène et qu'il va mourir à 52 ans sur cette île, exilé, puis après son corps, est-ce qu'on l'a ramené, est-ce qu'il n'a pas été ramené, est-ce qu'il a fini aux États-Unis ou quelque part ailleurs, ça c'est très difficile de pouvoir le dire aujourd'hui. Mais, une chose est sûre, à Waterloo, ce n'est pas les Anglais qui ont gagné, c'est les Prussiens. Ouais, les Prussiens, les Allemands, si vous préférez, ne s'étaient pas pointés à l'heure du goûter, hein, à Waterloo, eh ben, ils ne se seraient pas vantés d'avoir gagné à Waterloo cette grande asperge vantard d'anglais de Wellington. Hein, parce que sans les Prussiens, il aurait certainement perdu. D'accord? Parce qu'à 16 heures, l'empereur pouvait encore gagner à Waterloo. Voilà. Donc c'est une histoire prussienne, et pas anglaise. Qu'on se le dise. Hein? Voilà. Parce que s'il n'y avait pas eu les Prussiens, les Anglais, ils étaient perdus. Bien, même malgré la charge qu'il y avait eu 2 heures plus tôt, et que Napoléon n'avait pas demandé, et qui a failli faire échouer les plans de Napoléon. Et ce qui a fait échouer les plans de Napoléon, c'est pas Wellington, c'est plutôt l'arrivée des Prussiens. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, et pour finir, c'est parce que ça me tient à cœur, cette histoire de Waterloo, où les Anglais se vantent tout le temps d'avoir gagné. Non, certes, ils se sont battus, et ils étaient les moins nombreux sur le terrain, c'est pas leur général était Wellington, mais la plupart des combattants n'étaient pas anglais, et c'est les Prussiens qui font la différence à la fin. Voilà. Et ça c'est important de le souligner. Bien, bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Malgré tous ces problèmes psychologiques, l'empereur était un personnage exceptionnel de l'histoire, il faut le rappeler. Ça, c'est important. Et qui a fait faire à des hommes des choses exceptionnelles aussi. Il a poussé des hommes à faire des choses extraordinaires qu'ils n'auraient certainement pas fait s'il n'y avait pas eu un Napoléon Bonaparte à ce moment-là. Ben, je vous remercie de votre écoute. Pour moi, ça n'a pas été évident parce qu'il y a des termes qui sont moins faciles pour moi, qui rentrent dans la psychologie, mais il me semblait que c'était intéressant d'aborder le sujet. Voilà. Merci à tous, à très bientôt avec Armarius. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!